Dans une pièce sombre, quelqu'un se frotte le visage avec frustration. C'est Nam, un romancier. Il réfléchissait à la fin du plus puissant des méchants de son roman. Ma série touche bientôt à sa fin. Alors qu'il tapait sur son clavier, il commenta à voix basse « Le prochain chapitre doit tout conclure ». Nam avait l'air abattu et pensa « Angoisse. C'est une expérience misérable d'écrire une histoire qu'on ne veut plus écrire. » Il s'étira, tout son corps tremblait. Au final, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Bon, de toute façon, je pourrais enfin mettre un point final à tout ça demain. Nam se renversa dans sa chaise, tentant de s'en convaincre. Je dois laisser mes regrets derrière moi. Soudain, il entendit frapper à la porte. Cela le surprit. Qui ça peut être à cette heure? Il était bien trop tard pour que quelqu'un vienne frapper. Nam se leva et se dirigea vers l'entrée. Il demanda qui était là, mais aucune réponse. Il resta planté là, fixant la porte. Les coups avaient cessé. Il pensait que c'était peut-être quelqu'un d'ivre, mais il était trop fatigué pour s'en soucier. Je ferais mieux d'aller dormir. C'est alors qu'il vit quelque chose flotter au-dessus de lui. Cela ressemblait à un papier. Mais il émettait une lueur étrange et hypnotisante. La feuille tomba au sol et Nam s'en approcha, confus. « Hein? D'où sort ce papier ?» Il le ramassa et lut le message. « C'est un cadeau. Utilise-le lorsque tu seras dans le besoin. » C'était déroutant. Cadeau? Qu'est-ce que ça voulait dire? Quelques instants plus tard, le papier commença à dégager une énergie intense, rouge avec des nuances noires. Nam eut à peine de réagir. Sous ses yeux apparut la silhouette du méchant de son roman. Son corps était sans vie, avec un trou dans la poitrine. Cette vision dévastatrice fit reculer Nam, choqué. Haletant, il se rendit compte que le méchant n'avait pas réellement été éliminé. Le méchant parla au jeune auteur. « Alors, c'est ainsi que ma vie se termine. » Il ferma les yeux et se releva lentement. Tant d'années, tant d'efforts. 10 ans d'aiguiser mon épée pour me venger de ceux qui ont détruit ma famille. Il s'approcha dangereusement de Nam. Son énergie terrifiante emplissait l'air. Il poursuivit d'un ton glaçant. « Ma famille, mes amis. J'ai perdu tant de choses et j'en ai sacrifié encore plus. Et pourtant, j'ai échoué. » Puis il hurla d'une rage contenue. « Mais tu le sais mieux que personne !» Une énergie rouge, striée de noir, envahit la pièce. Nam comprit ce que le méchant tentait de dire. Le protagoniste balbutia confus. « Tu as échoué? Tu veux dire que tu es... » Le méchant aux cheveux rouges tendit la main vers lui et, presque suppliant, murmura « S'il te plaît !» Mais sa phrase fut coupée lorsque toute l'énergie autour d'eux se mit à pénétrer violemment le corps de Nam, qui hurla de désespoir. Le méchant ouvrit enfin les yeux et l'acheva sa phase. « Fais-le pour moi. » L'existence de Nam commença à se dissoudre. Il n'appartenait plus au monde humain qu'il connaissait. Plus tard, Nam se réveilla allongé dans un lit inconnu. Le soleil éclairait son corps et une brise douce faisait bouger les rideaux. Il ouvrit les yeux avec difficulté, désormais d'un rouge profond. Nam pensa s'être simplement évanoui la veille. Il ne réalisa pas encore qu'il était ailleurs. Ce n'est que lorsqu'il remarqua que ce n'était pas sa chambre qu'il comprit. Il regarda ses mains. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Il se leva lentement et marcha jusqu'à un miroir. Le choc fut immédiat. Qu'est-ce qui se passe? Il observa attentivement ses traits. Des cheveux rouges sang, un air sinistre et ce sourire ironique. Au moment où il vit ses yeux fins et froids dépourvus d'émotion, il sut. Un symbole sur son cou confirma son intuition. J'ai possédé ce corps, le corps d'Arsène Adel, le plus puissant méchant de son propre roman. Il lâcha un rire nerveux, et ça arrive quelques jours avant ma propre fin. La lignée démoniaque de ce personnage prenait sens. La famille Adel avait été l'une des plus puissantes de l'Empire avant d'être détruite par 6 familles précises. Assis, appuyé contre la porte, Nam comprit. C'est l'histoire d'Arsène Adel. Voilà pourquoi il est devenu un méchant. Il a voulu se venger, mais il a échoué. Et c'est pour ça qu'il m'a amené ici, moi, son créateur. Dans quelques jours, il serait éliminé par les chevaliers des 6 familles. Déterminé, il leva la main et appela la fenêtre d'État. Un panneau apparut devant lui. En termes de talent, Adel était l'un des plus doués du roman, mais incomparable au héros. Nam se prit la tête. Peu importe à quel point un méchant est charismatique, je n'ai jamais eu l'intention de le laisser gagner. Et en plus, je suis incapable de manipuler la mana. Cette pensée le terrifiait. Qui aurait cru que le passé tragique que j'ai créé pour le rendre intimidant finirait par se retourner contre moi?
Il se prit la tête entre les mains, désespéré, quand quelque chose attira son attention. Sur le lit, un papier brillant, le même que celui apparu dans son appartement avant son transfert. Nam se précipita vers lui. « Je l'avais complètement oublié. Même si ça ne m'aide pas beaucoup, je ne suis pas en position de faire le difficile. » Il fixa la feuille, essayant de se rappeler. « Je me rappelle. » Il disait de l'utiliser en cas de besoin. Mais la feuille était désormais totalement vierge. Pourquoi est-ce vide? Où est le texte? La seule chose écrite concernait comment utiliser le cadeau. Le papier brilla en bleu et une question apparut. « Créateur, si tu ne sais pas comment utiliser le cadeau, réponds par oui ou non. » Sans réponse, la demande revint. Nam, ou plutôt Adèle, maudit le papier de toutes les façons possibles. Mais l'instruction persistait. Écris oui ou non sur le papier. Constatant qu'il était ignoré, Nam écrivit oui. Les instructions apparurent enfin. Comment utiliser l'achat d'informations? Je répondrai à tout ce que tu écris sur ce papier, créateur. Certaines questions sont gratuites, d'autres ont un coût. Nam pensa « achat d'informations ». Donc il allait répondre à n'importe quoi. Le papier l'avertit. Plus la question est importante, plus le prix sera élevé. Sans hésiter, Nam écrivit « Comment puis-je retourner dans le monde réel ?» La réponse fut directe « Impossible ». La colère monta. Alors il posa une autre question. « Dis-moi la méthode détaillée pour utiliser le mana et les compétences d'Adèle. » Sa situation n'était pas la meilleure et Nam pensa simplement « Je dois d'abord gérer ce qui est urgent. » Le papier répondit en enveloppant le corps de Nam d'une intense énergie bleue. « Cette question n'exige pas de paiement. La manipulation du mana et l'utilisation de ses caractéristiques ont été gravées dans ton corps. Créateur, souhaites-tu accepter? Oui ou non ?» Nam écrivit oui, et aussitôt, il commença à sentir le mana circuler en lui. Il commença à tester les compétences d'Adèle. La première caractéristique, la capacité de voler les 5 sens de quelqu'un. L'obscurité fonctionna, même si ce n'était qu'à petite échelle, dépassant à peine le bout de ses doigts. Malgré tout, il considéra la capacité utile. La suivante, le pouvoir de restreindre l'adversaire avec l'aura, l'intention meurtrière. Une fois de plus, cela fonctionna. Un sourire se dessina sur son visage. Des chevaliers ou soldats expérimentés pourraient peut-être y résister, mais cela devrait fonctionner sur des gens ordinaires. À présent, Nam devait seulement comprendre le talent le plus absurde d'Adèle, la transfert de position. C'était littéralement la capacité d'échanger de place avec un objet de son choix, la meilleure technique d'assassinat qui existe. Un cercle magique orné de diverses flèches apparut sous ses pieds. Nam pensa « Pour l'instant, je ne peux désigner qu'environ 20 mètres carrés. C'est pathétique comparé au pouvoir originel d'Adèle, mais si je continue à m'entraîner, essayons avec cette armure. » Le transfert commença et le corps d'Adèle fut attiré jusqu'à l'armure. Il tomba lourdement au sol. Bientôt, le protagoniste halta. « Merde, je n'ai pas réussi du premier coup. » Mais il était déterminé et répéta intérieurement « Je le ferai des dizaines, non, des centaines de fois si nécessaire. Je vais y arriver et je vais survivre. » Dehors, plusieurs chevaliers marchaient en hâte. Tous étaient furieux. Le chef cria « En avant! Cette fois, on va l'éliminer pour de bon. » Il faisait déjà nuit et un léger brouillard entourait la propriété de la famille Arsène. Les chevaliers d'avant étaient arrivés et avaient envahi la maison avec hostilité. Les domestiques terrorisés ne firent d'autre chose que rester serviables et obéissants. Le chef du groupe, un homme à la voix lourde et au regard glacé, avança en fixant une direction et demanda où se trouvait Adèle. Cet homme n'était autre que Fels, capitaine du comté de Léon. Les domestiques révélèrent qu'Adèle était dans sa chambre. De l'autre côté de la porte, entendant tout ce vacarme, le jeune homme ne put s'empêcher d'esquisser un sourire en coin. D'après les rapports, Adèle ne sortait plus de sa chambre depuis des jours. Les employés étaient totalement soumis, intimidés par la présence des chevaliers. Fels fronça le sevru. Ça semblait étrange. Quelques secondes plus tard, il donna l'ordre et la porte fut défoncée. Les soldats envahirent la chambre brutalement. À l'intérieur, Adèle était assis tranquillement sur son lit face à l'entrée. Il ne montra aucun signe de peur, leva simplement les yeux et salua le capitaine sur un ton provocateur. « Vous êtes venu, monsieur Fels. Vous n'avez pas pensé une seule seconde à épargner la vie d'un gamin, pas vrai ?» Sans perdre de temps en paroles, Fels ordonna à ses hommes de finir le jeûne, mais Adèle était déjà prêt. Il activa rapidement sa capacité de transfert de position.
Cible, l'épée tenue par un des chevaliers. L'arme se mit à briller intensément en doré. En un clin d'œil, le transfert fut un succès. Adèle disparut et réapparut exactement là où se trouvait l'épée. Le soldat n'eut presque pas le temps de réagir. Adèle, qui tombait dans cette direction, donna un coup précis avec la dague. Avec précision, le jeune amant enfonça la blâme entre les fentes de l'armure, directement dans le cou de l'ennemi, l'abattant sans effort. Les autres soldats restèrent sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que Adèle contre-attaque. Tous, sauf Fels, qui l'observait avec un visage impassible. Adèle sauta en arrière avec agilité, atterrissant fermement sur le sol, la dague ensanglantait, toujours à la main. C'est alors que Fels cria « Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le !» Les soldats avancèrent, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, Adèle courut vers la fenêtre en verre et sauta à l'extérieur. C'était le 2e étage, une chute assez haute, mais son plan était déjà engagé. Dans les airs, Adèle lança sa dague vers le sol et réactiva sa capacité. Transfert de position. Même après plusieurs entraînements, il sentait la nervosité peser, mais le transfert réussit. Il réapparut sain et sauf sur le sol, tandis que la dague retombait à sa place. Adèle se releva précipitamment, haletant. « Je dois atteindre la forêt !» Sans perdre une seconde, il s'élança vers les bois. Depuis la fenêtre brisée, Fels suivait chacun de ses mouvements d'un regard perçant. Le capitaine hurla à ses hommes. « Il s'enfuit! Après lui! Vite !» La nuit était oppressante et lugubre dans la forêt d'Arsène. Adèle continuait de courir, peinant à reprendre son souffle. La sueur froide perlait sur son front. Une inquiétude rampante le rongeait. Même si je parviens à semer les chevaliers, une fois hors du territoire, je n'ai aucune chance de survivre seul. Mais il avait déjà un plan. Non, je vais franchir le portail de la forêt, celui qui mène au royaume des enfers. Ce royaume avait été ravagé par une guerre contre les humains. Si je peux prouver ma valeur, peut-être m'accepteront-ils. Essoufflé, Adèle s'arrêta un instant et jeta un coup d'œil derrière lui. Est-ce qu'ils m'ont déjà rattrapé? Pendant ce temps, Fels et ses hommes écumaient la forêt, inspectant chaque recoin. « Dispersez-vous! Trouvez-le » ordonna le capitaine. Caché derrière un arbre, Adèle observait ses poursuivants en silence. Son problème, c'est que la carte ne révélait pas l'emplacement exact du portail, mais il savait qu'il devait se trouver quelque part ici. Il reprit sa course, se glissant entre les troncs dans l'obscurité étouffante. Son pied écrasa soudain une branche sèche. Crac! Son corps se figea. Merde, ils m'ont entendu. Aussitôt, une vague d'énergie explosa, pulvérisant plusieurs arbres autour de lui. Fels, fou de rage, lançait des attaques à l'aveugle en direction du bruit. « Petit rat, alors tu te cachais ici !» Adèle réagit instinctivement et utilisa encore une fois sa capacité de transfert. Il se remit à courir, le cœur battant à tout rompre. Il ne me reste plus qu'1 ou 2 transferts, au mieux. Je dois trouver ce portail, et vite. Peut-être qu'il n'existe même pas. À court d'options, il sortit le papier magique de sa poche et écrivit dessus en courant. Révèle l'emplacement exact du portail vers le royaume des enfers dans la forêt d'Arsène. La connaissance cependant avait un prix. Le papier répondit 100 pièces d'or ou un artefact de rang A, une relique ou quelque chose d'encore plus précieux. Quoi? Hurla Adèle. Comment tu veux que j'ai ça maintenant? Une nouvelle explosion retentit derrière lui. Fels était tout proche. Une déflagration l'atteignit, le projetant violemment contre le sol. Son corps roula et percuta un arbre. Avant qu'il ne puisse se relever, Fels apparut devant lui, son épée enveloppée de mana. « Tu t'es enfui parce que tu voulais vivre ?» demanda-t-il d'un ton méprisant. Puis un sourire cruel étira ses lèvres. « Adèle Arsène, tu mourras ici, aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. » Adèle saignait et tenait à peine debout, mais il ricana. « Arrête de dire n'importe quoi !» Ses doigts tremblaient en agrippant le papier magique. Il n'avait plus qu'une seule tentative. Qu'il survive ou qu'il y reste, la décision était prise. Ignorant la douleur, il se releva et pointa sa dague vers le capitaine. Fels le dévisageait avec dédain. « Tu te défends jusqu'au bout, hein? Tu as vraiment le sang du patriarche. » Adèle peinait à garder son arme levée. Sa main tremblait, mais sa voix resta ferme. Pourquoi un groupe d'adultes armés pense que c'est glorieux de chasser un enfant? Il esquissa un sourire provocateur. « Vous devriez vous reconvertir comme nourrice. Quoique, je doute que vous sachiez prendre soin d'un gamin. » Le mana autour de Fels vira au grouge sombre, saturé de haine. Je comptais t'accorder une mort rapide, mais finalement je vais te transpercer le cœur avec cette épée offerte par le comte Luyon. L'attaque jaillit. La lame fondit droit vers la tête d'Adèle. Mais Adèle leva le papier comme un bouclier. Une lueur aveuglante éclata. Les conditions venaient d'être remplies. Le prix venait d'être payé.
Le papier révéla enfin sa réponse. Valeur suffisante. Guidage vers le portail du royaume des enfers enclenché. Adèle esquissa un sourire. Fels, confus, regarda son épée. La lame s'effaçait lentement, comme absorbée par un vide invisible. Une fissure d'énergie rouge se déchira dans l'air, juste à côté d'Adèle. Le portail s'ouvrit au milieu de la forêt. Adèle activa sa capacité une dernière fois. Transfert de position. Fels comprit immédiatement. Il vit le portail et hurla, la voix brisée par la panique. « Non, arrête !» Mais Adèle ne s'arrêta pas. « Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait traqué jusqu'ici », pensa-t-il en courant. Le portail tourbillonnait, d'un rouge incandescent. Dans un dernier geste désespéré, Fels arracha un tronc d'arbre du sol et le lança avec une force inhumaine. Le tronc fusa droit vers la tête d'Adèle. Mais il ne se retourna pas. Il continua d'avancer. Son corps commença à se désintégrer dans la lumière. Avant de disparaître complètement, il lança un dernier regard à Fels. « On se reverra !» Le capitaine resta pétrifié, le visage déformé par la rage, ses dents grinçaient sous la frustration. Lui, accompagné de toute son armée, n'était pas parvenu à capturer un enfant. Puis Adèle disparut. Et ainsi, le protagoniste entra dans le royaume des enfers. Dans ce qui semblait être un palais abandonné, quelqu'un murmurait quelque chose d'incompréhensible. Quelques secondes plus tard, Adèle apparut, mâchant tranquillement un morceau de viande séchée, tout en réfléchissant au temps qui s'était écoulé depuis qu'il était piégé ici. Adèle repensait à tout ce qu'il avait affronté jusqu'alors. Après avoir traversé le portail, je me suis réveillé dans un donjon. Un donjon créé par quelqu'un, un lieu d'art secret des enfers. Tout en mangeant lentement, il ne pouvait empêcher de se demander « Pourquoi y a-t-il de la viande séchée et un lit de pierre dans un endroit pareil ? Est-ce que quelqu'un protégerait un trésor ?» Puis il se souvint. Sans compter la barrière qui bloque les attaques de vent et ce gardien de pierre. Je ne sais pas quelle famille de haut rang a créé cela, mais il y a des choses très étranges ici. Adèle regardait l'énorme portail devant lui avec une expression sérieuse et inquiète. Ce gardien, rien qu'à le regarder, il fait peur. Si j'essaie maintenant, il pourrait bien me détruire. C'est à ce moment-là que le papier magique du lit de pierre se mit à briller, attirant son attention. C'est la seule fois où vous ne recevrez pas de pénalité. Vous ne pouvez pas offrir des objets qui ne sont pas en votre possession comme paiement. Adèle eut juste un sourire en coin en lisant cela. Si cette règle n'est pas suivie, l'échange d'informations n'aura pas lieu. Une sueur froide coula sur son front tandis qu'il pensait « Ce type est fou, alors il va laisser passer ça, c'est ça ?» Soudain, quelque chose attira son attention. Une pierre coincée dans le mur face à lui commença à émettre une lueur étrange. Instinctivement, Adèle posa sa main sur la pierre et fut surpris. « Oh, je peux sentir ces choses, même en tant qu'Adèle ?» Mais bientôt, une voix résonna dans l'environnement. « Vous n'avez pas ce droit. » Curieux, il retira sa main de la pierre. Pensatif, il supposa que cela pouvait être une fonction qui désactivait la barrière. C'était dommage, mais Adèle allait devoir trouver un autre moyen de sortir de là. En soupirant, il appuya à nouveau sa main sur la barrière brillante, déterminé à trouver une issue. Regardant une pierre, Adèle se dit « Je pense que cette pierre est tombée du gardien. Bon, si c'en est vraiment une, peut-être que les choses vont enfin commencer à bien tourner pour moi. » Il activa alors sa capacité, transfert de position, faisant briller tout son corps d'une légère teinte bleutée. Adèle échangea sa place avec la pierre précédente et se sentit satisfait du succès. Sa capacité avait fonctionné comme prévu. Soudain, une énorme bête apparut devant lui, prête à le dévorer. La situation inattendue prit le garçon complètement par surprise. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, un immense château se dressait au milieu de la pénombre des enfers. À l'intérieur du château, quelqu'un se faisait durement réprimander pour avoir renversé un seau d'eau. Au deuxième étage de la vaste salle, un être mystérieux observait les événements, bien qu'il ne montrât pas beaucoup d'intérêt. C'était le patriarche Crète, de la famille Vase, l'une des familles présentes dans les enfers. Plus tard, dans sa salle, il parla seul en regardant le ciel sombre et rougeoyant des enfers. Les choses bougent. Peut-être est-ce parce que ma fille s'apprête à envahir le domaine caché de niveau intermédiaire ? Cela va être compliqué. Si elle réussit, elle obtiendra le droit d'entrer à Saitan. Mais même si j'ordonne qu'elle échoue, cela ira à l'encontre de sa volonté. Parce que ce n'est qu'en entrant à Saitan qu'elle pourra se venger des humains qui ont tué sa mère. Crète soupira. Cette faible.
Survivra-t-elle seulement dans un endroit où ne se rassemblent que des bâtards démoniaques ? Peu après, une servante fit irruption dans le bureau du patriarche, annonçant désespérément un problème. Les yeux de Crète brillèrent d'une teinte jaunâtre, révélant son côté menaçant. Il dit avec mépris « Quelle sorte de sottise est-ce donc pour que tu causes un tel tumulte ?» La femme s'inclina rapidement, s'excusant et révéla « Nous avons reçu des nouvelles qu'il y a actuellement un individu non identifié dans le domaine caché. » Cela attira l'attention du patriarche. « Comment ça, quelqu'un est apparu dans le domaine caché ?» Elle confirma. « Aucune trace qu'on ait ouvert la porte pour qu'il entre, donc tout le monde est confus. » Crète demanda si l'identité de cette personne avait déjà été découverte. La servante expliqua. « Apparemment, cette personne a touché une fonction à laquelle seul vous pouvez accéder, mais nous ne savons pas qui c'est. » Nerveux, l'homme se mit à tapoter la table du doigt. Pensif, il se dit « Peut-être a-t-il été invoqué de force par le portail créé pendant la guerre entre les humains et les démons. » Puis il ordonna à la femme de se retirer. « Il sera éliminé de toute façon, inutile de vous en soucier. Concentrez-vous sur les préparatifs pour l'examen de ma fille. » Peu après, il marcha vers une immense fenêtre en verre et, regardant les cieux nuageux, pensa « Si tout se passe bien, je pourrais obtenir une bonne pièce pour mon jeu, s'il n'est éliminé dans le domaine caché, bien sûr. » Pendant ce temps, notre protagoniste utilisait à nouveau sa capacité de transfert. Heureusement, il avait réussi à échapper au loup-garou de tout à l'heure, mais il s'en était fallu de peu. De l'autre côté du portail, un gigantesque guerrier de pierre frappait la barrière avec intensité. Assis sur un lit de pierre, Adèle observait la fureur du monstre et commenta « Donc, même si la barrière disparaît, ce sera un problème si je sors maintenant. » Mais ensuite, il se demanda « Attends, lui, il est bloqué ?» Et avec cela, il eut une nouvelle idée qui semblait valoir la peine d'être essayée. Une fois de plus, Adèle se préparait à utiliser sa capacité de transfert. Il désigna la bête de pierre géante comme cible. Son corps et celui de la créature commencèrent à briller d'une intense lumière bleue. Inquiet, Adèle pensa que cela semblait vraiment fonctionner. Et ainsi, le géant de pierre resta piégé dans la salle où se trouvait Adèle auparavant, et notre protagoniste fut enfin libre de l'autre côté de la barrière. La bête géante, furieuse, jeta son corps contre la barrière, l'attaquant sans cesse et répétitivement. Cela n'emportait peu à Adèle, qui courut simplement vers la liberté en disant, en voyant la désespérance de la créature, « Il va finir par se détruire lui-même. » Maintenant, Adèle n'avait seulement qu'à trouver la sortie. C'est ce qu'il pensait, jusqu'à ce qu'il tombe sur un criquet géant qui le regardait comme s'il était son prochain manger. Rapidement, Adèle comprit. Cela, il y a une mission à chaque étape. Cela semble encore plus dangereux que le loup-garou. Utilisant une fois de plus une stratégie bien pensée, Adèle parvint à piéger la créature à l'intérieur de cette étrange barrière. Fuyant à nouveau, il réfléchit. Oui, comme je l'imaginais, ils sont inanimés. Ainsi, Adèle continua d'explorer le donjon, utilisant sa capacité de transfert pour éviter tous les pièges qui se dressaient sur son chemin, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière barrière. Une voix l'accueillit alors. « Je vous salue pour être arrivé jusqu'au bout. » Adèle regarda l'énorme barrière, perplexe. « Quoi ? Tu souhaites la bienvenue à un intrus ?» Puis il comprit. « On dirait une salle de boss. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur ?» En regardant de plus près, il vit une créature squelettique extrêmement puissante. Contrairement à ses adversaires précédents, celle-ci semblait dotée d'intelligence et de conscience. Cette entité était assise sur un trône de pierre imprégné d'un mana violette dense, tenant une immense épée dans une main. Adèle l'identifia comme un chevalier de la mort. Le protagoniste commença à transpirer froid et analysa. D'après le pouvoir qu'il dégage, il semble être du même niveau que Fels. La créature continua disant qu'elle respectait son adversaire pour être arrivée si loin. Mais son discours fut interrompu lorsque son corps commença à se dématérialiser. Adèle n'avait à nouveau utilisé sa capacité de transfert et sa cible était le corps de cette créature menaçante. Après avoir traversé facilement de l'autre côté, quelque chose attira l'attention d'Adèle, un gigantesque coffre au trésor. Sa taille se détachait dans l'environnement sombre, mais un détail spécifique éveilla vraiment sa curiosité. Adèle murmura, surpris. « Il est plus grand que je ne l'imaginais, et il a un ornement, un dragon noir gravé. » Rapidement, il s'accroupit pour observer le coffre de plus près. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette image. Il réfléchit. « Attends. Un ornement de dragon noir. Où ai-je vu cela auparavant ?» C'est alors qu'il s'en souvint, comme s'il récitait une ancienne leçon démoniaque, et chuchota avec sérieux « Parmi les familles démoniaques de plus haut rang se trouvent la paresse, la luxure, la gourmandise, la colère, l'envie
L'avarice est aussi malfaisant et orgueilleux qu'un dragon noir. Barès Crète, le 7e péché capital, l'orgueil. Le visage crispé et le regard perdu dans le vide, Adèle maudit à voix basse. « S'il m'attrape, je suis certain d'être éliminé. » Sans perdre de temps, il ouvrit le coffre à la hâte, essayant de contrôler sa nervosité. « Maintenant que je suis arrivé jusqu'ici, vidons le coffre et fuyons. Il doit bien y avoir un objet utile pour m'échapper d'ici. » Mais au lieu de trouver une arme ou un objet utile, Adèle découvrit quelque chose de complètement différent. À l'intérieur du coffre, il n'y avait rien d'autre qu'une énergie turbulente, violette avec des nuances noires, quelque chose d'étrange et de troublant. Soudain, cette énergie s'échappa du coffre et voilà directement vers Adèle. Elle s'agrippa violemment à son visage et pénétra dans son corps par la bouche. Sans lui laisser le temps de réagir, l'impact fut brutal. Adèle se tordit sur le sol, expulsant ce qui semblait le brûler de l'intérieur. Ensuite, son corps fut secoué de violentes convulsions. Les veines saillaient sur tout son visage, ses muscles tremblaient et il hurlait de douleur, comme si quelque chose en lui tentait de prendre le contrôle. Jusqu'à ce qu'une chose anormale se produise. Des éclaboussures dans liquide dense et sombre, semblables à une essence corrompue, giclèrent sur le mur devant lui. Quelque chose tomba au sol avec un bruit sec, tandis qu'Adèle, toujours courbée, haletait de douleur et serrait fort sa dague entre ses doigts tremblants. Il n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Il savait seulement que son œil avait sauté. Hébété, il leva la lame et regarda son reflet. Son regard était maintenant entièrement noir, avec une légère lueur violette qui pulsait comme si elle était vivante. Il réalisa rapidement ce liquide qui a giclé sur moi. Est-ce que cela pourrait être... Vite, il ouvrit sa fenêtre de statue. Ses yeux parcoururent les informations, cherchant ce qui avait changé. Sa race était toujours demi-démon, son talent de transfert de position était toujours là, mais quelque chose d'autre avait été ajouté. L'œil de l'orgueil. Ce détail attira immédiatement son attention. L'œil de l'orgueil était capable de provoquer une augmentation extrême de la vision dynamique. L'œil s'activait après avoir éliminé un ennemi. Un sourire en coin se dessina sur le visage d'Adèle, l'expression de quelqu'un qui venait de découvrir un avantage dangereux. Avec ça, je ne perdrai plus jamais face à un groupe de faibles. Ce n'est pas mal du tout. Venir ici, dans le royaume des enfers, était le bon choix. J'ai maintenant tout ce dont j'ai besoin. Il est temps de sortir d'ici. Mais c'est alors que ses yeux tombèrent sur une immense porte de pierre qui jusqu'alors était passée inaperçue, décorée de 2 dragons se faisant face. J'étais si concentré sur le coffre que je n'ai même pas remarqué cette porte derrière. Et maintenant j'ai fait trop de bruit. Il y a probablement une armée entière qui m'attend de l'autre côté. Si je sors, je serai éliminé. Tendu, il évaluait les possibilités. Je vais devoir être plus rapide que la lumière juste pour rester en vie. La première chose, c'est que s'ils découvrent que je suis de la famille Arsène, ils m'achèveront, même si j'implore leur pitié. Adèle concentra son mana et cacha rapidement l'emblème qu'il portait au cou. Pendant ce temps, le squelette piégé de l'autre côté de la barrière criait désespérément, frappant violemment contre la barrière invisible. Sa voix résonnait de façon assourdissante. « Son Altesse arrive! Vite, ouvrez la porte !» Adèle regarda du coin de l'œil, confus, et répéta lentement « Son Altesse ». Son expression changea instantanément. « Attends, est-ce pour cela que le squelette a accueilli un intrus de cette façon et le lit de pierre ?» Une hypothèse sinistre émergea dans son esprit. Cet endroit doit être un domaine créé par les familles supérieures pour des tests. Sans perdre de temps, il sortit un papier magique et se mit à écrire précipitamment. J'ai besoin de découvrir à qui cela appartient. J'ai volé la récompense qui leur était destinée. Ils vont certainement me réduire en poudre sans y penser à 2 fois. Finalement, le cœur battant la chamade, il demanda au papier magique « Dis-moi qui est le personnage le plus proche de moi en ce moment ?» Comme toujours, le papier magique ne donnerait pas une information si précieuse sans exiger quelque chose en retour. Cette information a un prix, payé avec l'équivalent de 100 pièces d'or ou un artefact de niveau relique ou supérieur. Adèle resta bouche bée, désespérée. Un prix. Qu'est-ce que je peux bien offrir? Le papier magique répondit avec fermeté. Mana, payé avec 100 points de votre mana maximum. Ça va être difficile, mais je pourrais me rétablir plus tard. C'était logique, si je survis. Le papier brilla et commença à retirer le mana du corps d'Adèle, annonçant « Prélèvement de 100 points de mana, créateur, paiement satisfaisant ». Pendant ce temps, des pas résonnaient dans les couloirs du donjon. Quelqu'un approchait. Enfin, le papier révéla l'information dont Adèle avait tant besoin.
La figure la plus proche de vous est Rénie, la fille cadette de Crate Barès, patriarche de la famille Barès. Adèle avala sa salive. Là, ça tourne au cauchemar. Le garçon pensa « Ce domaine a été créé par la famille Barès comme terrain d'entraînement pour la fille cadette. L'œil de l'orgueil devait être la récompense pour avoir réussi l'épreuve. Rénie, qui a suffisamment d'autorité au sein de la famille, va trancher les gardiens comme du beurre et apparaître juste devant moi. » Et c'est exactement ce qui arriva. Le squelette qui hurlait tout à l'heure fut détruit d'un seul coup. Rénie apparut ensuite, marchant tranquillement, et regarda Adèle avec méfiance. « Qui es-tu » demanda-t-elle froidement. Adèle réfléchit vite. Il n'avait plus d'échappatoire. Dans un élan de désespoir et d'improvisation, il s'agenouilla et dit avec toute la formalité qu'il put rassembler « Félicitations pour avoir achevé le domaine, mademoiselle Rénie. Vous en êtes désormais digne. » Mais son regard se fit plus perçant, et l'épée à la main, il exigea des explications. Adèle transpirait froid, sa voix entrecoupée par la tension. « Le patriarche m'a ordonné d'agir comme votre garde du corps personnel. » Intérieurement, il pensait « Nos yeux se sont croisés, mais elle ne semble pas reconnaître l'œil de l'orgueil. » Rénie maintint son regard glacial et pénétrant. Devançant ses questions, Adèle ajouta avec hésitation « Oui, malgré mon apparence, je suis plutôt compétent. » Son plan était simple, utiliser la jeune fille comme bouclier pour sortir vivant de là. Après un bref silence, Rénie baissa son épée, soupirant légèrement, bien que ses yeux restent attentifs. Adèle remarqua son hésitation. Elle ne me fait pas confiance. Alors, dans un mouvement risqué, il activa sa capacité de transfert de position et changea de place avec son épée. En un instant, il était à quelques centimètres de la jeune fille. Les yeux de Rénie s'écarquillèrent. Profitant de la brèche, il attrapa doucement son bras et déclara « Je pense pouvoir être utile pour vous protéger, mademoiselle Rénie. » Le corps de la jeune fille fut enveloppé d'un mana rouge dense, palpitant de pouvoir. Elle écarta la main d'Adèle avec un regard de pur dédain. « Quoi, elle est en colère ?» pensa Adèle, presque paniquée. Mais Rénie se contenta de croiser les bras et de ronchonner comme si ce n'était qu'un contretemps passager. Heureusement, elle avait ignoré tout ce qu'Adèle venait de faire. Se tournant vers l'énorme porte de pierre, Adèle tenta de terminer cela au plus vite. « Veuillez vous rendre immédiatement auprès du patriarche après être sorti d'ici. Il vous attend. » Rénie acquiesça en silence. Alors qu'il poussait la porte, il ajouta « Je m'occuperai des autres tâches que le patriarche m'a ordonnées. » Mais intérieurement, Adèle pensait, le cœur battant la chamade « Je dois sortir d'ici au plus vite. » Il ouvrit la porte pour laisser passer Rénie, maintenant le théâtre jusqu'au bout, et regarda la jeune fée tandis qu'il lui rappelait « Promettez que vous ne tarderez pas. » Mais dès que la porte fut ouverte grand ouverte, Adèle réalisa avec horreur qu'il y avait quelqu'un. De l'autre côté, plusieurs personnes les attendaient. Rénie s'arrêta surprise de voir son père là, accompagné de plusieurs guerriers de la famille Barès. En percevant l'hésitation de la jeune fille, Adèle regarda enfin devant lui et vit alors le patriarche de la famille Barès. Son regard était terrifiant, chargé d'autorité, et il n'était clairement pas de bonne humeur. Le cœur d'Adèle manquait un battement. Cette fois c'est fini. Son esprit bouillonnait de questions. Pourquoi Crate est ici? Il doit être désespéré. Adèle ne pouvait que prévoir le pire. Il va essayer de m'éliminer s'il découvre que j'ai pris l'œil de l'orgueil. Mais pourquoi ne réagit-il pas? Crate se tourna calmement vers sa fille et demanda d'un ton direct « As-tu nettoyé le domaine avec succès ?» Un peu craintive, Rénie confirma avec un hochement de tête. Comprenant la situation, Crate dit « Très bien, viens avec moi. » Aucune parole ne fut adressée à Adèle, ce qui ne fit qu'augmenter son anxiété. Sans même s'en rendre compte, il se mit à suivre Rénie qui marchait derrière son père. Au fond, il sentait des regards des soldats le dévorer vivant. Il était impossible de les affronter dans cet état, alors il se contenta de suivre la jeune fille. Plus nerveux que jamais, Adèle pensa « Je n'ai plus rien à donner au papier, ce qui signifie que je ne peux pas utiliser son pouvoir. » Bientôt, ils arrivèrent à l'imposante demeure de la famille Barès. Adèle continua à les accompagner en silence jusqu'à ce que Crate ordonne aux soldats de regagner leur quartier. Puis il se tourna vers lui et dit froidement « Attends ici, nous parlerons plus tard. » Après cela, il monta avec sa fille. Le cœur d'Adèle battait la chamade. « Il me laisse seul, est-ce que c'est ma chance ?» Mais en regardant discrètement derrière lui, il se rendit compte que des yeux tendus et attentifs l'observaient depuis les buissons. La frustration du garçon monta. « Je ne peux pas fuir, je suis toujours surveillé. » Pendant ce temps, Crate emmena Rénie dans son bureau. Assis à son bureau, il l'observait avec calme tandis qu'elle le regardait curieuse. Puis il dit « Tu as accompli ma dernière tâche. Comptes-tu vraiment entrer dans le centre d'entraînement ?» Rénie hocha à peine la tête. Crate resta silencieux quelques secondes. Puis il demanda « Et ce garçon, comment était-il » Avec son regard froid habituel, Rénie se souvint de la capacité de téléportation d'Adèle et répondit sans hésiter « Il est fort. »
Une rare esquisse de sourire effleura les lèvres de Crête. Intérieurement, il pensa « intéressant ». Puis il se leva, tourna le dos à sa fille et déclara « Tu as prouvé ta valeur. Tu peux te rendre à Saïtan comme tu l'as toujours souhaité ». Pour la première fois, Rénie montra une véritable émotion. Le visage rayonnant de joie, elle remercia son père avec sincérité. Tandis qu'il regardait le ciel par la fenêtre, Crête pensa « Je pensais qu'il serait éliminé dès qu'il envahirait le domaine. Mais survivre, obtenir l'œil de l'orgueil en prime, et que Rénie parlant bien de lui, il vaut définitivement la peine d'être utilisé. » Dehors, Adèle restait immobile, pétrifiée d'inquiétude. Je n'avais aucune idée du temps qu'il me faudrait encore attendre. La nuit tombait déjà sur les enfers lorsqu'Adèle fut finalement conduit jusqu'au manoir. Un serviteur le guida en silence à travers les couloirs, jusqu'au bureau de Crête. Dès son entrée, Adèle se retrouva face au patriarche de la famille. Le regard de Crête était perçant, comme s'il le transperçait entièrement, l'analysant des pieds à la tête sans prononcer un seul mot. L'atmosphère était étouffante et le regard de l'homme tranchant et terrifiant. Adèle soutint ce regard, ignorant ce qui se passait dans l'esprit de ce leader imposant. Quel genre de jugement allait s'être? Brisant le silence, Adèle finit par demander d'une voix tremblante « Pourquoi m'avez-vous laissé en vie ?» C'est alors que Crête rompit le silence. Il traita Adèle de bâtard et en un instant, un flot intense de mana démoniaque remplit toute la pièce. La pression était écrasante. D'un ton menaçant, il déclara « Tu as très bien dupé ma fille ». L'énergie enveloppa le corps d'Adèle, qui s'effondra au sol, recroquevillé, haletant de douleur. La pression l'écrasait complètement, menaçant de le démembrer. Désespérée, Adèle cria « Vous n'avez pas l'intention de me tuer, n'est-ce pas ?» Cela sembla surprendre Crête un instant. L'intention meurtrière du patriarche se dissipa et Adèle put enfin respirer, bien qu'avec difficulté. Cette énergie démoniaque était terrifiante. Crête le désigna alors et commenta « Tu es plutôt astucieux ». Puis il demanda son nom. Adèle se présenta, mais omit le fait qu'il était mi-humain, mi-démon. En entendant le nom, Crête s'irrita. Il répéta le nom du garçon, entourant maintenant sa main d'une aura sombre, et en un clin d'œil, cette énergie enveloppa le corps d'Adèle, qui commença à léviter vers le patriarche. Ne comprenant pas ce qu'il attendait, il fut obligé de demander « Que voulez-vous de moi ?» Crête ordonna « Ouvre la bouche !» Devant le visage du garçon apparut une petite créature, un dragon miniature flottant dans les airs. Le regard de Crête était froid lorsqu'il ordonna « Tu n'as qu'à continuer à dire à ma fille ce que tu lui as déjà dit. » Le petit dragon envahit le corps d'Adèle. Et Crête révéla froidement « Si tu as la moindre autre pensée, ce poison va te déchirer le cœur. » Adèle se tordit de douleur, essayant de résister à l'invasion de la créature. Lorsque Crête cessa enfin sa magie, le jeune homme s'effondra au sol. Se retournant, le patriarche annonça « Je vais préparer un endroit où tu pourras rester. Attends que je t'appelle plus tard. » Adèle pouvait à peine respirer, mais il fut expulsé de la salle peu après. Intérieurement, il ne pouvait que penser à l'impleur du pétrin dans lequel il s'était fourré. Plus tard, il fut conduit dans une petite maison modeste. Un des serviteurs annonça « Tu vas rester ici, dans cette chambre à partir de maintenant. » Adèle observa les lieux, le regard vide. Intérieurement, il pensait « Je suis devenu un dépendant de cette famille par la volonté de Crête. » Adèle ajoute à tout voix « Je suis assez reconnaissant qu'il m'ait laissé la vie. » Mais dans un moment de solitude, il murmura qu'il se sentait complètement utilisé. Il s'allongea sur le lit, pensif. « Bon, j'ai été partiellement reconnu par Crête, ce qui est peut-être une bonne situation, mais surtout, je dois me débarrasser de cette chose. » Adèle faisait référence au petit dragon venimeux maintenant en lui. C'est alors qu'il prit une décision risquée. Le protagoniste utilisa sa capacité de transfert pour retirer la créature de son propre corps. D'un soupir de roulagement, il s'exclama « Ça a fonctionné !» Comme il le soupçonnait, elle était inanimée. Rien que d'y penser, ce qui se serait passé si j'avais échoué. Le petit dragon reposait tranquillement sur sa main endormie. Adèle réfléchit avec prudence. « Je pense qu'il s'en rendra compte dès que je tenterai d'éliminer cette chose. Que faire maintenant ?» Soudain, la petite créature ouvrit les yeux, révélant un rouge intense. Adèle comprit immédiatement. Il se réveille parce que le mana qui provenait de mon corps a été coupé. Sans beaucoup d'options, Adèle déversa un peu de son mana sur la créature, faisant se rendormir. Avec précaution, il posa le dragon sur le lit et se laissa tomber à côté, épuisé. Enfin, je peux me relaxer un peu. Il respira profondément et dit « Je me demande quelle partie du piège dans ma gorge a été désactivée. Je crois que je vais m'évanouir. » Avant de fermer les yeux, il ouvrit son panneau de statut. Il constata que son mana avait diminué de 100 points. De plus, il remarqua que la capacité de transfert de position était montée au niveau 2, mais le problème était la quantité de mana. Adèle réfléchit en lui-même. Comparé au protagoniste, ce n'est rien. Juste une goutte dans l'océan. Comment puis-je augmenter mon mana ?
C'est alors qu'il se souvint qu'il existait une méthode pour régler ce problème. Quelques matins plus tard, Adèle retrouva Rénie. L'interaction entre eux ne fut pas très bonne. Comme d'habitude, elle l'accueillit avec un regard glacial et apathique, laissant clairement entendre qu'elle ne l'appréciait pas. Frustrée, Adèle pensa « Cela fait déjà 3 jours que j'ai été désignée comme garde de Rénie. » Elle réagit toujours avec froideur. Quelques secondes plus tard, la jeune fille tourna les talons et se mit à marcher. Adèle la regarda en silence tandis que des souvenirs envahissaient son esprit. Quand Rénie était plus jeune, elle avait une personnalité radieuse. Mais après avoir perdu sa mère aux mains des humains, la jeune fille animée a complètement changé et agit maintenant comme quelqu'un sans émotion, se comportant de manière froide. Étant l'auteur et le créateur de cette histoire, Adèle éprouvait de la peine pour la jeune fille. Soudain, un des serviteurs cria « Adèle! Rénie! Le patriarche vous appelle tous les deux !» Adèle regarda autour de lui, confus. « C'est inattendu. » Ils se dirigèrent tous deux vers le bureau du patriarche. En chemin, Adèle réfléchit. La raison de cet appel ne peut concerner que l'entrée de Rénie à Saitan. Bien que Rénie ait réussi à envahir le domaine et à éliminer toutes les créatures avec une habileté extrême, Krayt n'avait pas permis à la jeune fille d'aller seule à Saitan. En arrivant, le patriarche parla avec fermeté. « Saitan n'est pas un endroit facile. Avec tes compétences actuelles, tu serais rapidement éliminé sans même pouvoir venger ta mère. » Alors qu'il parlait, une aura dense de haine et de rage commença à émaner du corps de Rénie. Adèle sentit un frisson parcourir son corps. « J'ai l'impression que je ne devrais pas être ici. » Mais avant qu'il puisse reculer, le patriarche continua. « Cependant, si tu emmènes Adèle comme garde, je permettrai ton entrée. » Rénie refusa immédiatement. Pour Adèle, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Rénie le détestait profondément. Adèle affirma mentalement « Saitan est l'école du royaume démoniaque où se rassemblent tous les enfants prometteurs de ce monde. Ils sont toujours en conflit avec l'école impériale, celle des protagonistes. Et dans ce scénario, de nombreux étudiants, y compris Rénie, ont connu une fin tragique et ont perdu la vie. C'était le pire endroit possible, où perdre la vie n'était qu'une question de temps face aux innombrables incidents qui s'y produisaient. Adèle regarda la jeune fille en silence. « Je ne comprends pas pourquoi elle cherche à aller dans un tel endroit. Si c'était moi, je n'irais pas. Peut-être est-ce le meilleur endroit pour rassembler des forces ?» Adèle affirma mentalement « Je connais la majorité des grands incidents survenus entre l'école impériale et Saitan. » « C'est ça, allons-y. » Se tournant vers le patriarche, Adèle prit la parole. « Plutôt que d'accompagner Rénie, j'ai une demande. » Krayt le regarda sévèrement. Adèle, intérieurement, pesait le pour et le contre. Si je dois de toute façon être traîné là-bas, autant obtenir quelque chose en échange. Avec fermeté, il révéla. « Ma demande concerne le mana. » Krayt sourit avec un air furieux. « Oh oh, je pensais que tu allais me demander d'enlever cela. » Adèle trembla. Rénie le regardait aussi, curieuse. Sur le moment, Adèle ne pensait qu'à une chose. Il ne doit pas découvrir que le dragon venimeux n'est plus en moi. Krayt, le traitant à nouveau de bâtard, répondit « Ce n'est pas une demande difficile, alors je t'écoute. » Peu après, Krayt demanda à sa fille de sortir. Rénie lança un dernier regard froid à Adèle avant de quitter le bureau. Et Adèle, restée seule là, ne put s'empêcher d'avoir une pensée amère. Est-ce qu'elle déteste à ce point l'idée d'aller avec moi? Que va-t-il me donner? Une potion de mana? Un artefact ne serait pas mal non plus. C'est alors que Krayt révéla. C'est un trésor qui peut provoquer des réactions sensibles chez les membres de la famille. C'est pourquoi j'ai renvoyé ma fille. Les mots « trésor de famille » captèrent immédiatement l'attention d'Adèle. Se levant, le patriarche fut entouré par une puissante aura de mana qui enveloppa toute la pièce. Avec sérieux, il argumenta. « Je sais que le mana que tu possèdes est très faible, et comme tu vas être éliminé à la place de ma fille, c'est le minimum que je puisse faire pour toi. » Krayt fit un geste pour qu'Adèle s'approche. L'apparence de l'homme était terrifiante. On aurait dit qu'il était sur le point de faire voler le garçon en 1000 morceaux avec la sphère de mana qui pulsait dans sa main. D'une voix grave, il déclara « Je vais te transférer la technique de base de cultivation de mana de la famille Barès. » Mais à ce moment-là, la sensation était qu'il était sur le point d'arracher l'âme d'Adèle. Le garçon resta choqué, incapable de bouger comme s'il était en transe. « Quoi? Une technique de cultivation de mana ?» Le patriarche tendit sa main au-dessus de la tête d'Adèle et récita. « Accorde à ton héritier la bénédiction du flux du chaos, qu'il règne avec justice et ne permette pas que les milliers de démons aient faim.
mais ne le mets pas à l'épreuve. Si tu le fais, que son nom soit glorifié. » Bientôt, agenouillé au sol face au patriarche, le corps d'Adèle explosa de mana. Le patriarche était surpris. Une personne normale perdrait la raison rien qu'en entendre ce chant. C'est pourquoi je trouve vraiment Adèle intéressant. Avec cette technique de cultivation, le mana te sera accordé directement par le dieu démon. Ainsi, tu pourras atteindre ce que tu désires. Adèle réfléchit. Dieu démon. C'est alors que Crète affirma. Cependant, il semble que ta famille soit liée aux 7 péchés capitaux. Mais Adèle ne comprenait pas cela. Crète se fâcha et pensa en lui-même. Quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai implanté le ver venimeux en toi, peu importerait que tu sois un espion. Il ignorait qu'Adèle n'avait plus cette créature en lui. Le protagoniste était confus et se questionna. Ma famille est liée aux 7 péchés capitaux. Je ne me souviens pas avoir créé cette intrigue. Après cela, Adèle quitta le bureau et se rendit dans la forêt pour s'entraîner car son mana pouvait devenir incontrôlable. Dès que j'accepte l'énergie démoniaque du dieu démon, je ne pourrai plus utiliser de mana humain. De toute façon, il n'avait pas le choix. Alors qu'il commençait à méditer, une énorme bête apparut devant Adèle. Le protagoniste l'a reconnue comme un molosse. La créature dit « Je ne pense pas que tu portes le sang de cette fille. Il semble que tu portes le sang du trahisseur immonde. » Adèle ne put s'empêcher de demander si c'était là la forme du dieu démon. La créature confirma que oui, c'est ainsi que les êtres de ce monde l'appelaient. Adèle demanda alors « Comptez-vous l'éliminer » Le monstre répondit « Si c'était le cas, tu aurais été éliminé au moment où tu as parlé. Mais pour une raison quelconque, je ne veux pas en finir avec toi, car il semble que tu portes le même péché que moi. Je sens un étrange lien avec toi. » Ainsi, il accordait une marque au poignet d'Adèle. La marque symbolisait qu'Adèle était digne d'utiliser le pouvoir de cet être. La bête dit au garçon qu'il devait en être fier, ne pas perdre son sang-froid et faire preuve de sa valeur. Adèle resta perplexe. « Je viens d'emprunter le pouvoir d'un dieu démon. Je pense que je viens de gagner 3 vies supplémentaires avec cette marque. » La marque était semblable à un tatouage, et Adèle pensait que bientôt tout son corps en serait couvert. À son insu, quelqu'un avait entendu tout ce que Adèle ruminait à voix haute. C'était Rénie, et contrairement à son habitude, elle était sous le choc. Adèle s'inquiéta pour elle en réalisant ce qui s'était passé, mais il était trop tard. Elle parla, animée et légèrement rougie. « Oh, un prêtre des ombres !» Avec cela, le secret d'Adèle n'avait même pas duré une seconde. 1 mois s'était déjà écoulé depuis qu'Adèle avait reçu la marque du dieu démon. En vérifiant son statut, son mana dépassait déjà. Il s'était beaucoup entraîné et avait ainsi réussi à tripler son mana qu'en très peu de temps. Adèle le devait à sa capacité de concentration et à son intérêt pour le sujet. Le protagoniste pensait que dans quelques années, il pourrait peut-être surpasser les héritiers des 6 maisons du royaume humain. Il réalisa, en se rappelant quelque chose, que dans son état actuel, il pourrait même conquérir ce domaine caché. Mais avant cela, il devait régler un petit problème avec Reni. Il ne put s'empêcher de penser perplexe en voyant la jeune fille. Pourquoi s'entraîne-t-elle devant ma maison au lieu du terrain d'entraînement ? Adèle attira l'attention de la jeune Reni et pensa « C'est bien qu'elle ne m'évite plus comme avant, mais je crois qu'elle me comprend très mal en tant que prêtre des ombres. » Cela avait du sens, puisque seuls les prêtres des ténèbres pouvaient communiquer avec le dieu démon dans ce monde. En fait, il valait mieux que Reni n'ait pas entendu Adèle parler directement au dieu démon. Mais si elle commençait à le traiter comme un supérieur, de mauvaises rumeurs se répandraient dans la famille. Adèle appela Reni et elle répondit, effrayée. Il argumenta. « Je comprends ce que tu penses, mais je te demande de me traiter comme avant, s'il te plaît. » Pourtant, elle hésita. Adèle révéla « Je ne fais qu'obéir aux ordres du chef de famille pour te protéger, alors sois à l'aise avec moi, je t'en prie. » Reni demanda un peu d'eau à Adèle. Il ne comprit pas totalement cette demande qui semblait absurde. Alors qu'elle s'étirait de façon étrange, Reni répondit « Tu as dit de me sentir à l'aise, je suis fatigué et j'ai soif après l'entraînement. » Adèle pensa « Je crois que je vais devoir faire tout ce qu'elle demande. » Quelques instants plus tard, il servit du thé à la jeune fille. Pendant qu'elle buvait, l'esprit d'Adèle était ailleurs. Je dois y aller bientôt et conquérir ce domaine. Mais Reni ne me laisse pas tranquille. Je manque de temps. Je dois agir avant que le protagoniste principal ne traverse dans le royaume démoniaque avant moi. J'ai besoin de ce trésor pour survivre à Saitan. Puis il appela Reni. « Mademoiselle, où en sont vos préparatifs pour votre inscription à Saitan ?» Elle répondit. « Pourquoi demandes-tu cela soudainement ?» Adèle tenta d'engager la conversation. « Vous allez rencontrer toutes sortes d'humains cruels là-bas, n'est-ce pas ?» Sèchement, elle lui rétorqua. « Tu demandes par simple inquiétude pour mon bien-être. » Puis, elle ajouta que tout était prêt,
Mais Adèle voulait s'assurer qu'elle l'était vraiment. « Pourquoi ne retournez-vous pas vérifier une fois de plus? Juste pour être sûr. Je ne voudrais pas que vous regrettiez plus tard d'avoir oublié quelque chose d'important. » Reni resta confuse et pensive, puis le confronta. « Qu'est-ce que tu essaies de dire? Va droit au but. » Adèle tenta d'expliquer qu'il était simplement inquiet pour elle. Après tout, il était son garde du corps. Reni le traita de menteur. « Où comptes-tu aller en te cachant de moi ?» Adèle réalisa qu'elle ne tomberait pas dans ce piège. Le corps enveloppé d'un mana furieux, elle demanda « Ma présence t'ennuie ?» Adèle affirma qu'en réalité, il avait entendu parler d'un domaine dans les environs et qu'il prévoyait de le conquérir. Ainsi, il lui demanda de comprendre que tout cela était pour sa sécurité. La jeune fille resta pensive, et Adèle espérait qu'elle s'éloignerait. Alors Reni dit qu'elle avait oublié quelque chose, ce qui rendit Adèle très heureux. Il proposa qu'elle retourne au manoir, mais elle compléta sa phrase. « J'ai oublié de m'échauffer. » Adèle resta confus. Reni révéla « Je n'ai pas encore fait mon échauffement. J'irai avec toi au domaine. Comme ça, nous en aurons fini aujourd'hui. » Cela prit Adèle totalement par surprise. Sans détour, elle demanda où se trouvait ce domaine. Un peu désorientée, Adèle se contenta de dire que c'était le domaine des immortels. Adèle précisa avec fermeté « Cet endroit était gouverné par des nécromanciens, mais il est maintenant rempli de soldats transformés en spectres. C'est arrivé après que les nécromanciens aient été exterminés pendant la guerre entre humains et démons. » Avant qu'il puisse continuer, Reni l'interrompit avec conviction. « Cet endroit, je le connais. » Adèle réalisa soudain quelque chose. Le ton de Reni avait changé et il se mit à transpirer froid. Cela suffisait à la visiblement perturber. Il réfléchit alors. Cela doit être un domaine de niveau moyen supérieur. Jusqu'à présent, le nombre de soldats a dû augmenter. Malgré cela, il pensait que l'aide de Reni ne serait pas si mal. Mais le problème était que, s'ils sortaient ensemble, il serait encore plus difficile de s'échapper du manoir et la nouvelle atteindrait Créite immédiatement. Sans détour, il dit à la jeune fille « Et si vous n'y alliez pas, si c'est une charge? Si le patriarche découvre que vous êtes parti sans permission ?» Reni, marchant devant lui, l'interrompit avec fermeté. « Tout va bien. » Se retournant vers lui, elle compléta avec confiance « Je connais une sortie secrète. » Plus tard, déjà près des murs entourant le manoir, encore dans le milieu de la forêt dense, Reni indiqua un petit trou dans la muraille de pierre. De toute évidence, ce n'était pas la première fois qu'elle s'échappait par là. Adèle nota « On dirait que tu connais bien cet endroit. » Mais la jeune fille reste silencieuse, l'ignorant naturellement. Adèle décide de ne pas insister, cependant il est sûr d'une chose, elle doit s'échapper fréquemment. Cachant le panier avec le thé dans un buisson, il donne l'ordre « Allons-y avant qu'on ne nous attrape ». Bientôt, ils marchaient tous deux sur une vaste montagne couverte d'une légère brume. Adèle, un peu nerveux, demande « On est encore loin ?» Reni se retourne pour le regarder avec une expression indécise. Se rendant compte qu'il en a trop dit, Adèle se justifie. « Je n'ai jamais eu de raison de quitter les alentours du manoir, donc je ne connais pas très bien la région. » Sans se méfier de rien, Reni pointe vers le sommet d'une montagne. « Là, on y est presque. On doit juste passer cette colline. » Adèle ressent un soulagement. « Alors, nous y sommes presque. » Quelques kilomètres plus tard, ils étaient arrivés à destination. L'endroit était en ruine, avec des murs effondrés et une atmosphère d'abandon total. Reni semblait excitée. Elle se mit même à maudire joyeusement dans son propre dialecte, ce qui attira l'attention d'Adèle. Même s'il ne comprenait pas les mots, il saisissait le sentiment. S'éloignant un peu, il pensa « Je dois lui cacher à tout prix que je suis de la lignée Arsène. Seul moi connais l'entrée du domaine. » Désignant un tas de roches éboulées, Adèle déclara « Je pense qu'on peut entrer en creusant ici. » Il trouva rapidement quelque chose d'inhabituel, un message gravé dans la pierre. Sous la plus grande statue de pierre, les soldats de chair pourrie protègent ces terres, lut-il. Ça doit être l'entrée. Tous deux regardèrent un escalier descendant vers les souterrains. Adèle proposa « Je devrais y aller en premier ». Mais Reni, toujours décidé, refusa. « Non, j'y vais en premier ». Ainsi, ils entrèrent dans le donjon. L'endroit était étonnamment bien éclairé. Adèle observa. « C'est plus clair à l'intérieur que je ne l'imaginais. » Plus loin, Reni lui montra quelque chose de curieux. Cela ressemblait à une petite église oubliée. L'atmosphère était sinistre. Pourtant, elle confirma. « Nous sommes au bon endroit. » Adèle regardait les lieux, inquiet. « C'est d'un niveau différent du domaine Barès. Je parie qu'il y a au moins une centaine de nouvelles tombes ici. » Sans hésiter, Reni annonça. « Allons-y. » Adèle dégaina sa dague, prêt à affronter ceux qui viendraient. Quelques instants plus tard, une main squelettique émergeait d'une tombe. Plusieurs soldats morts-vivants commençaient à sortir du sol, reniflant les intrus. Bientôt, ils furent encerclés.
Adèle appela Rénie et cria « Je te laisse tous !» La jeune fille, à ces mots, infusa une couche dense de mana dans son épée. Soudain, elle chargea la foule, déchirant les squelettes comme s'ils étaient en papier. Adèle en resta bouche bée. Comme je pensais, j'ai pris la bonne décision de venir avec elle. Il l'alerta. Il doit y avoir un nécromancien qui contrôle tout ça au fond du peloton de squelettes. Rénie avait déjà disparu de sa vue et Adèle bloquait les attaques des squelettes. Il cria qu'il la rejoindrait bientôt, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les squelettes que Rénie avait détruits se relevaient à la vie. Sous le choc, elle s'exclama « Ils reviennent à la vie ?» Du fond de la salle, une voix grave répondit « Vous devez être courageux pour entrer ici. » Contrairement aux autres, ce squelette exhalait un mana vert dense, portait un artefact dans les mains et était vêtu d'une cape. Il ordonna « Éliminez les intrus !» Adèle apparut derrière Rénie et elle lui cria « L'alertant ! Il continue de revenir ! Que faisons-nous » Adèle désignait la source du problème tout en courant. « C'est à cause de l'invocateur ! Ne t'arrête pas! Continue d'avancer, mademoiselle !» Adèle se retrouva face à un groupe de squelettes bloquant le passage. Il en trancha un en deux, sans succès, car il se reconstituait en quelques secondes. Il cria à Rénie « J'ai un moyen simple de régler ça !» Mais Rénie savait déjà quoi faire. Elle fonça directement sur le nécromancien. « Maintenant, la vraie target !» Le squelette, tenant un cristal, ordonna à tous les autres de retenir la jeune fille. Adèle comprit la situation. « On a juste besoin d'arriver jusqu'à lui. Tout se terminera quand on brisera l'orbe de l'invocateur, » pensa-t-il anxieusement. « Je peux enfin utiliser la nouvelle capacité de transfert de position Z. » Soudain, des squelettes plus puissants apparurent. L'un d'eux, gigantesque et armé d'une hache, bloqua le chemin de Rénie. Adèle a eu peur pour elle. Mais furieuse, Rénie avança sans hésiter et trancha le squelette en morceaux avec une facilité monstrueuse. Adèle réalisa « C'est un monstre !» Il se rapprocha finalement assez du nécromancien pour utiliser sa capacité évoluée. Mais l'évolution de la technique fonctionnait différemment. Maintenant, elle échangeait des objets entre eux, et non plus son corps. En un instant, l'orbe disparut des mains du squelette et apparut dans celle d'Adèle. Sans perdre de temps, il l'écrasa. Tous les squelettes s'effondrèrent au sol en morceaux. Excitée, Adèle célébra avec Rénie. « On a réussi !» Alors une brise murmura à leurs oreilles. Une voix douce dit « Merci ». Adèle, émue, pensa « Cette tragédie est arrivée à cause de ce que j'ai écrit. » Puis il demanda « Reposez en paix ». Rénie l'appela. « Tu as autre chose à faire ?» Le garçon sourit. « Oui, il est temps pour la récompense. » En apercevant le coffre, Adèle pensa encouragée. « Je vais enfin obtenir l'objet dont j'ai besoin. » En ouvrant le coffre au trésor, Adèle trouva plusieurs objets de valeur. L'un d'eux attira son attention. Griffe des ténèbres. Une dague forgée en acier sombre du royaume démoniaque. Convertit les ténèbres en mana. Augmente la puissance de coupe et la vitesse dans l'obscurité. Un autre objet était aussi intrigant. Pleine lune éternelle. Un anneau artefact qui absorbe la sensibilité au mana et à la lumière lunaire. Le protagoniste saisit la dague avec enthousiasme. Elle émettait un éclat bleu majestueux et glacial. Adèle sourit satisfait. Avec ça, je vais pouvoir utiliser ma caractéristique des ténèbres au maximum. Puis, il regarda la bague, ne sachant pas trop quoi en faire. C'est bien d'avoir un tel objet, mais je n'en ai pas tant besoin que ça. Alors, il se tourna vers Rénie et dit « Et si tu prenais la bague, mademoiselle Rénie? Je garde la dague. » La jeune fille accepta immédiatement et s'approcha d'Adèle pour prendre l'objet. Cependant, le garçon fit quelque chose d'inattendu. Il prit la main de la jeune fille et y glissa délicatement la bague à son doigt. Rénie resta stupéfaite par ce geste et ne put réprimer son étonnement.